la santé, nouveau numéro, nouveau thème. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à vous. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de parler d'un sujet très important et malheureusement peu mis en avant, à savoir la stigmatisation des malades et notamment des malades porteurs du VIH. Alors il faut savoir que la prise en charge des séropositifs a énormément évolué ces dernières années, qu'un séropositif qui prend correctement ses médicaments, eh bien, vivra une vie quasi normale et une espérance de vie comparable à une personne non malade. Le traitement appelé TASP, traitement comme prévention, a pour but de réduire fortement la possibilité pour le séropositif de transmettre le VIH. Malgré toutes ces avancées, eh bien, la stigmatisation perdure et a des conséquences. On en parle aujourd'hui avec le docteur Aounto Chaspoul. Docteur, bienvenue à vous. Bonjour Aïssatou. Alors, tout de suite, petit rappel pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que le VIH? Le VIH, c'est une infection virale. C'est un petit virus qui va pénétrer dans l'organisme et qui va provoquer deux choses. Une diminution donc, de l'immunité, de vos défenses, et un syndrome inflammatoire. Donc en soi, ce n'est pas vraiment une maladie, mais vous allez être plus sensible aux infections qu'on appelle infections opportunistes, comme la tuberculose. Vous qui êtes sur le terrain, vous êtes médecin, vous constatez, vous, les effets de la stigmatisation? C'est une vraie catastrophe. On a fait des progrès terribles en ce qui concerne la prise en charge. L'espérance de vie est identique avec ou sans VIH, mais les personnes sont stigmatisées, elles sont mises à l'écart, que ce soit dans leur vie quotidienne, au travail, et cela empêche de se traiter correctement, cela empêche que les personnes fassent des tests, par exemple, et ce qui fait qu'on a toujours en région parisienne au moins 20% des personnes qui arrivent avec un stade avancé de la maladie, alors qu'en fait, quand on prend un traitement, on n'est pas malade. Et tout l'objectif du traitement, c'est d'empêcher l'apparition de la maladie. Stigmatisation, discrimination, on en parle aujourd'hui sur votre émission « Comment va la santé ?» Alors, on accueille tout de suite notre invitée du jour. Mesdames et messieurs, accueillons Françoise Thune. Mesdames et messieurs, le moment est arrivé d'accueillir notre invitée du jour, Florence Thune. Nommée directrice générale de SIDA Action par Pierre Berger, vous avez pour objectif le développement de programmes de recherche et d'aide aux malades. Florence Thune, bienvenue à vous. Alors, SIDA Action est une association connue de tous, vous êtes sur le terrain. Pouvez-vous nous faire un rapide bilan de la situation? Alors effectivement, on est sur le terrain au travers des associations que nous soutenons en France, des associations qui travaillent sur la prévention et sur l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH et qui effectivement constatent au quotidien des situations de discrimination envers les personnes qui viennent parfois d'apprendre leur séropositivité et qui sont notamment complètement enfermées dans le secret, qui n'osent pas parler de la question du VIH et qui trouvent dans ces associations un lieu pour en parler justement. Voilà, pour en parler, en tout cas, c'est l'objectif de cette émission aujourd'hui sur Télésud. Comment va la santé? Vous le savez, c'est une émission qui va à votre rencontre, une émission interactive. Et on vous pose quelques questions. C'est parti pour le premier micro-trottoir. Que savez-vous des personnes qui sont contaminées par le VIH? Je sais que c'est une maladie qui ne se guérit pas et que ils sont sous traitement jusqu'à la fin de leur vie, quoi. Donc, voilà. À l'époque, effectivement, les séropositifs étaient discriminés. Et maintenant, ça va, ça passe pour tout le monde. Je sais qu'après, ils sont atteints d'une maladie, ils sont fatigués. Leur vie, elle est déjà limitée, quoi. Connaissez-vous un séropositif? Non, je connais personne. Oui, j'en connais, oui. Même dans mon travail aussi, il y a des gens séropositifs. Non. De mon entourage, je ne connais personne. Non, personne. En fait, dans mon entourage, je connais personne qui a été touché par le sida. Selon vous, y a-t-il des risques lorsqu'on vit avec une personne qui a le virus du VIH? Non. S'il y a des risques, il peut être contaminé. Je ne pense pas que s'il n'y a pas de contact direct avec une femme ou le sang contaminé, je pense qu'il n'y a pas de risque. Franchement, moi, je trouve ça risqué un peu. Parce que, en fait, tant qu'il n'y a pas de blessure, moi, je trouve ça pas risqué. Mais dès qu'il y a une blessure, je trouve ça risqué. Moi, je m'éloigne de la personne. On peut être contaminé par plusieurs manières, quoi. Imaginons quelqu'un qui utilise notre brosse à dents ou je sais pas, une blessure. Il suffit d'un bisou, les liens du sang, plein de trucs, quoi.
Oui, je pense qu'il y a des risques. Puisque vous utilisez les mêmes trucs, tu vois, vous mangez ensemble, il peut se blesser, ça peut contaminer au fait. Le risque, il n'y a pas de risque. Oui, il y a des risques parce que on mange ensemble, on boit ensemble, mais s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui a coupe, comme le couteau, s'il coupe, s'il me coupe aussi, donc il y a des problèmes. Il paraît-il, je ne crois pas, parce que s'il prend ses médicaments, s'il a le traitement, ça, je crois qu'on n'a pas beaucoup de risques, quoi. Beaucoup de choses sont dites dans ce micro-trottoir. On va revenir dessus. Alors, premier point, la plupart disent ne pas connaître de séropositifs. Vous y croyez, vous ? Alors, il y a une différence entre ne pas connaître de personnes séropositives et ne pas savoir qu'on peut avoir effectivement dans son entourage une personne vivant avec le VIH parce que ça ne se voit pas sur le visage. Donc, c'est clair que c'est une différence aussi. Et les gens ne témoignent pas forcément. Donc. Exactement, ça ne se voit pas et ça ne se dit pas parce que les gens ont peur de le dire, parce qu'ils sont stigmatisés. N'est-ce pas ? Tout à fait. Enfin, je veux dire, compte tenu de l'ampleur de l'épidémie, il est difficile de ne pas avoir, soit dans son entourage direct, familial, ou soit dans son entourage professionnel, une personne vivant avec le VIH. En fait, les gens ne le disent pas parce qu'ils ont peur de la stigmatisation. Et en fait, il faut que les gens soient, je dirais, plus ouverts et plus compréhensifs. D'accord. On reprend des vieilles idées reçues, à savoir échanger les brosses à dents, manger avec une personne. C'est grave de penser ça quand même en 2018. Ouais. Alors, non seulement beaucoup de personnes le pensent encore, mais on voit aussi que ça augmente d'année en année. À SIDAction, par exemple, on fait un sondage tous les ans auprès de jeunes de 18 à 25 ans. Et on voit malheureusement que ça se dégrade en termes de connaissances et qu'effectivement, des jeunes pensent encore, ou des moins jeunes pensent encore qu'on peut être contaminé en partageant une brosse à dents, en étant en contact avec la transpiration d'une personne vivant avec le VIH. Donc on retrouve ces idées. On a aussi la piqûre de moustique qui reste un vieux fantasme sur la transmission du VIH. Donc effectivement, ces idées fausses persistent et voire reprennent du terrain. Voilà. C'est important de le dire. Non, ce n'est pas si simple que ça. Non. On connaît très bien les modalités de transmission du VIH. On va en parler dans un instant. Florence Thune, vous êtes avec nous. Vous êtes, comme je l'ai dit, directrice de SIDAction, mais en même temps, vous êtes aussi porteuse du VIH. C'est pour ça un peu que vous êtes là aussi. Hein, vous jouez les deux rôles. Racontez-nous votre histoire. Moi, je vis avec le VIH depuis 20 ans. J'ai été contaminée dans le cadre d'une relation sexuelle non protégée, parce qu'à l'époque, même si on baignait dans la question de la prévention du préservatif, je faisais partie des personnes qui pensaient que ça n'arrivait qu'aux autres. Et puis donc j'ai appris ma séropositivité en janvier 97, à une époque où le grand public en savait peu sur les traitements qui venaient d'arriver. Alors on commençait à parler de ces fameuses trithérapies, qui sont ces médicaments qui ont commencé à avoir un vrai effet en 96. Mais moi, quand j'ai appris ma séropositivité, j'étais sûre que j'allais mourir dans les mois ou les années qui allaient suivre, parce que comme je n'étais pas du tout dans ce domaine du VIH, j'étais certaine de mourir, même si le médecin m'avait dit, vous savez, c'est pas comme en 87, il y a maintenant des nouveaux traitements. Mais quand le jour où vous apprenez votre séropositivité, y compris maintenant, je pense que les médecins disent encore maintenant, vous savez, c'est pas comme avant. Mais au moment de l'annonce, tout ça ne rentre pas en fait. Il faut vraiment ce temps aussi d'adaptation et de prise d'information pour se rassurer. Et puis j'ai commencé, alors j'ai pas été tout de suite sous traitement, puisque à l'époque on estimait que les traitements avaient plus d'effets secondaires, trop d'effets secondaires, et qu'on préférait maintenir les personnes sans traitement, en tout cas sans les laisser tomber malades. C'est-à-dire qu'on a vraiment attendu à l'époque, moi, la dernière limite pour me mettre sous traitement, pour éviter justement des effets secondaires des traitements qui était trop fort en termes de risque. Et puis depuis, je suis effectivement depuis maintenant quasiment 18 ans sous traitement, avec différents traitements, parce que j'ai aussi des effets secondaires qui n'étaient pas très faciles à gérer. Ça va un petit peu mieux, ça va mieux maintenant. Mais effectivement, moi je fais partie de cette génération il y a 20 ans, même si parfois ça me semble hier, qui a vécu des situations différentes des personnes aujourd'hui, même si les questions justement de stigmatisation sont toujours d'actualité. C'est-à-dire que vous, lorsque vous apprenez que vous êtes atteinte du VIH, vous en parlez tout de suite? Vous osez en parler? Non, j'ai eu la chance de pouvoir en parler à une amie très proche. Je n'ai pas osé en parler à ma famille tout de suite.
Alors, pas parce que j'avais peur à l'époque de la stigmatisation, parce que j'avais peur de les blesser, de les peiner. Et en fait, j'ai eu l'occasion, à l'époque, quelques mois après ma contamination, de voir à la télé Magic Johnson, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui est un grand basketteur américain qui avait parlé de sa séropositivité et qui disait sur ce plateau de télé, qui disait, voilà, moi maintenant je suis sous traitement, ça va mieux. Et le fait d'avoir vu pour la première fois une personne séropositive me dire finalement la même chose que mon médecin m'avait dit quelques mois auparavant, m'a vraiment rendu confiance, vraiment m'a donné espoir et m'a permis, là, à ce moment-là, de pouvoir aussi en parler à mes proches et à ma famille, parce que je me disais, je leur apprends une mauvaise nouvelle, mais tout de suite, je peux leur dire que ça va aller. En tout cas, j'y croyais. Très bien. Alors, en parlant de stigmatisation, vous êtes sur le terrain, vous travaillez chez SIDA Action. Est-ce que vous voyez que les personnes originaires d'Afrique sont plus stigmatisées ou ont plus peur de la stigmatisation? Est-ce que vous constatez cela? Alors, on le constate, nous, à SIDA Action, alors, sur une première approche qui est dans notre rôle, notamment au moment du SIDA Action dans les médias, c'est qu'on recherche souvent des personnes vivant avec le VIH pour témoigner, à visage découvert, et qu'on a beaucoup de mal à trouver des personnes d'Afrique subsaharienne, parce qu'on nous renvoie le fait que les personnes arrivent à témoigner dans leur entourage très proche, au sein des associations, mais ne veulent surtout pas témoigner à visage découvert pour ne pas être reconnues. Certaines nous disent qu'elles ont encore de la famille dans leur pays d'origine, elles ne veulent surtout pas, maintenant qu'avec Internet, tout est diffusé. Donc elles sont vraiment, elles ne veulent pas parler à visage découvert. Et puis elles nous racontent aussi des histoires au quotidien, ou des cas de discrimination au travail, parfois dans le milieu de la santé, je l'ai vécu également. Mais en tout cas, on a aussi une stigmatisation qui perdure. D'accord. Alors, ça tombe bien parce que, mesdames et messieurs, je vous propose tout de suite d'aller à la rencontre de Bernard Bassama, homme âgé de 55 ans et séropositif depuis plus de 20 ans et qui milite pour la 10 ans, c'est-à-dire la liberté, la prise de parole des malades. Alors, allez, on regarde tout de suite. Je m'appelle Bernard Bassama. Cette année, je fête mes 20 ans de traitement antirétroviral contre le VIH-Sida. Et voilà, ça marche. Donc je suis toujours là. Alors que quand je commençais ce traitement, j'étais vraiment très mal en point. Ma vie de tous les jours à Paris, c'est moi et mon épouse dans notre appartement qui mangeons à table le soir et là nous prenons nos traitements. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on se rappelle. Et puis le moment aussi, peut-être 2 fois par an, quand il faut aller consulter le médecin infectiologue, c'est là où on ressent que ce virus est encore là. Mais sinon, tout se passe bien. Au Cameroun, j'ai encore 4 enfants là-bas. Et à la maison, tous mes enfants, tous ceux qui habitent à la maison, ma maman, mes enfants, mon épouse, savent que je vis avec le VIH. C'est la transparence avec eux. La discrimination est venue pour moi d'abord de mon ex-épouse. Et c'est là où ça fait mal, parce qu'elle n'était pas infectée. Et elle m'a laissé tomber, elle est partie. Là, ça fait mal. Mais moi, je dis, dans tous les cas, discrimination ou pas, il faut parler de cette maladie parce que les avantages d'en parler sont plus nombreux que les discriminations. Le traitement antirétroviral, il faut le prendre comme prescrit par le médecin. C'est très important parce que si on rate des prises, on ne le prend pas comme prescrit par le médecin, on peut développer des résistances et le virus peut encore ressortir. Il y a eu des moments où je prenais plus de 15 comprimés par jour. Et la période où je me cachais pour les prendre, ça n'a pas duré 2 semaines. C'est la période où on venait de m'annoncer ma séropositivité et on m'avait donné des traitements
et je devais le dire à mon épouse, mais ça m'a pris du temps avant de lui dire, environ 2 semaines. Ce n'est qu'à cette période-là que je me suis caché pour les prendre. Sinon, après, j'ai trouvé beaucoup plus d'avantages à informer tout le monde de ma séropositivité. Oui, le virus est encore présent, mais il est vraiment affaibli. Donc je suis indétectable, charge virale indétectable, moins de 20 copies par millilitre de sang. Donc il n'est presque pas visible, mais il est là. Ça veut dire que si j'arrête de prendre mes traitements, après un certain temps, le virus va remonter. Mais actuellement, il est tellement bas qu'on ne le voit pas. Et je suis, comme on dit dans le séro-incontaminant. C'est-à-dire que je ne peux pas transmettre le VIH à un partenaire sexuel lors d'un rapport sexuel si je continue à prendre mes traitements. Oui, c'est ça la bonne nouvelle. Je suis séro-inoffensif. Merci beaucoup à Bernard Bassama pour ce témoignage. On retrouve la seconde partie dans un instant. Merci à Salah Eddine Gakou pour les images. Alors, pouvoir s'assumer, parler ouvertement du VIH, c'est libérateur, clairement. Oui, c'est libérateur. Pouvoir en parler à sa famille, à ses amis, éventuellement, quand c'est utile, dans son milieu de travail. M. Bassama disait effectivement qu'il s'était caché pendant 15 jours pour prendre ses traitements. J'ai vécu ça aussi, prendre ses traitements à sec, sans eau, dans les toilettes, parce que sa famille n'est pas encore au courant. C'est terrible de ne pas pouvoir partager en fait, quelque chose qui fait finalement partie du quotidien. C'est vraiment c'est un poids et parfois plus fort que le VIH lui-même. C'est important de le dire, un poids plus fort que le VIH. Maintenant, on va parler du fameux traitement. Il dit comme quoi il a le VIH est presque une très jolie formule en disant qu'il était séro-inoffensif. Et je pense que c'est une formule à retenir. Effectivement, quand vous prenez correctement votre traitement, il n'y a plus d'activité détectable du virus dans le sang et il n'y a pas de transmission. Et ce sont des choses qu'on sait depuis longtemps, puisqu'en fait, les premiers essais de transmission, de réduction de la transmission du VIH de la mère à l'enfant datent de 1994. Et en fait, c'est à partir de là qu'on a commencé à comprendre qu'une personne bien traitée ne pouvait pas transmettre le virus. En France, il n'est pratiquement pas d'enfants séropositifs. D'accord. Donc, je me permets de reposer la question, c'est-à-dire que je suis éventuellement en couple avec une personne séropositive, c'est-à-dire que si j'ai une relation avec cette personne-là et qui prend correctement ses traitements, eh bien je ne serai pas infectée à 100% ou il y a quand même un risque. Parce qu'il faut clairement dire à nos téléspectateurs qui nous regardent. Alors, en médecine, on vous dira jamais risque zéro. Tout à fait. Mais toutes les cohortes, toutes les études, les cohortes par exemple, on a suivi pendant de nombreuses années des couples où l'un était séropositif et l'autre était séronégatif. Il n'y a pas de transmission du VIH dans les conditions de vie normales quand vous prenez votre traitement. Ça, on le sait depuis longtemps. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, notamment en Suisse, pour les problèmes de criminalisation de la transmission du VIH. Et on a prouvé depuis maintenant de nombreuses années qu'une personne qui prend correctement son traitement ne transmet pas le VIH. Mais ça, c'est une information importante. J'espère que les téléspectateurs prennent note. Et voilà, parce que malheureusement, est-ce que ces messages-là sont assez véhiculés? Est-ce qu'on en parle assez aujourd'hui, en 2018? Alors, je pense qu'on en parle, mais quelque part, on est dans une société qui ne veut pas l'entendre. Parce qu'en fait, le VIH est lié à la contamination par le sang, la contamination par la voie sexuelle. C'est plein de présupposés et de fantasmes sur les personnes qui sont séropositives, alors que c'est vous, c'est moi, c'est votre voisin, voilà. D'accord. Donc, je prends le traitement, je le suis correctement. Ça veut dire que je peux envisager une vie de couple tout à fait normale, avoir des rapports sexuels tout à fait normaux. Avoir des enfants, c'est important avoir des enfants, pour notre public. Oui. Voilà. Oui.
Oui, c'est important et ça, c'est ces faits qui ont été prouvés sur la non-transmission du VIH avec une charge virale indétectable. Ça a eu aussi un effet libérateur sur les personnes parce que quand on est contaminé par le VIH, une de ses plus grandes craintes, c'est de contaminer quelqu'un. Et ça, dans le cadre d'un couple, dans le cadre de relations amoureuses et sexuelles pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui peut bloquer la sexualité, bloquer le développement d'une relation. Et savoir aujourd'hui, en être sûr qu'effectivement, nous n'avons pas de risque de transmettre le VIH, c'est vraiment extrêmement important. Merci pour l'information. Allez, place au second micro-trottoir de cette émission. Cette fois, on parle dépistage. C'est parti. Avez-vous fait le test de dépistage du VIH? Jamais. Non, c'est pas fait. Oui, j'en ai fait parce que je fais la prise de sang puisque je suis hyper tendue, moi. Donc, je fais la prise de sang chaque 3 mois. Oh oui, je le fais tout le temps. Oui, j'ai déjà fait un test. Oui. Oui, j'ai déjà fait. Avez-vous eu peur lors de votre test de dépistage du VIH? Peur, oui, comme tout le monde. Mais après, ça passe. Non. Parce que je considère que c'est une maladie comme tous les autres d'abord. Bah ouais, avant que les résultats qui sortent, j'ai peur. Pourquoi vous avez eu peur? Parce que les VIH sida, franchement, c'est la merde. Ouais, quand même, ouais. J'ai eu peur de faire parce que je ne savais pas, comme je suis malade. Ah non, j'ai pas peur, c'est comme toute maladie. Oui, en fait, j'ai eu peur parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est. En fait, quand on découvre, on est condamné, en fait. C'est ça, on est condamné. Et au jour d'aujourd'hui, là, on peut vivre avec la maladie, mais avant, on ne pouvait pas vivre avec la maladie. Et là, ça me fait peur, mais moins peur qu'avant. Parce qu'avant, on ne pouvait pas vivre avec. Selon vous, pourquoi on ne va pas faire son test de dépistage? Peut-être ils ont peur d'affronter la vérité, c'est tout. Je sais pas. Bah, peut-être qu'ils ont peur, il y en a qui veulent pas savoir. Ils ont peur parce que les maladies, c'est les maladies qui sont les maladies les plus graves du monde. Ouais. Ils craignent aller au-delà, enfin, passer de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire être discriminé, ce genre de trucs. Voilà, de retour sur le plateau de Comment va la santé aujourd'hui. On parle de stigmatisation, discrimination des personnes porteuses du VIH. Alors, Florence Thune, pourquoi a-t-on peur de se faire dépister? Pourquoi avez-vous eu peur de vous faire dépister? Alors, j'ai eu peur du résultat. J'ai pas eu peur d'aller me faire dépister parce que je sentais que c'était un moment où c'était important de le savoir, d'aller faire ce test. À l'époque, il y avait une semaine de délai. Et c'est vraiment cette semaine de délai qui était très très longue, où j'ai effectivement eu peur d'apprendre ce résultat avec l'image que j'avais à l'époque effectivement du VIH et puis de tout ce que ça risquait de bouleverser dans ma vie à l'époque. Donc avoir peur d'aller faire un test ou d'aller faire un examen, y compris pour d'autres pathologies, je pense que c'est quelque chose de normal. Après, il faut effectivement avoir la bonne information au moment du résultat pour pouvoir rebondir. C'est clair, c'est un simple mot, avoir peur, mais il y a des conséquences. Le fait d'avoir peur, on ne va pas se faire dépister. Finalement, on peut être porteur du VIH et le transmettre aussi à d'autres personnes parce qu'on ne sait pas et avoir des rapports non protégés. Donc les conséquences sont dramatiques. Les conséquences sont d'abord difficiles pour la personne puisqu'en fait, plus vous arrivez tôt au traitement, moins vous aurez d'effets secondaires et vous aurez une vie totalement normale. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc en fait, il faut inciter les personnes à se dépister, mais il faut aussi les accompagner au dépistage. Et ça, je pense que c'est un travail important qui est fait par les associations de lutte contre le sida. Il existe toute une palette de dépistage. On peut faire une sérologie, on peut faire un autotest, on peut faire un TROD. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, chacun peut choisir son dépistage. D'accord. Vous vouliez rajouter quelque chose? Je pense qu'aujourd'hui, on devrait, en allant faire un test de dépistage, essayer de se poser déjà avant le résultat, de se dire à qui j'en parlerais si je découvrais que j'étais séropositif. Peut-être d'avoir dès le départ un nom en tête pour aller se confier. D'accord. Donc on rappelle, moi j'aime rappeler les choses importantes. Vous avez un doute ou
vous êtes peut-être porteur du VIH, vous allez vous faire dépister. Le fait de vous faire dépister va vous permettre de suivre un... Oui, et puis il existe un dispositif important maintenant qui s'appelle les CEGID, qui sont des centres de dépistage gratuits. On peut se faire dépister soit de manière anonyme, soit en donnant son nom, c'est une question de choix. Et on peut aussi avoir un dépistage des maladies sexuellement transmissibles et on peut aussi bénéficier d'un traitement. Et ça, c'est un dispositif qui est sur tout le territoire en France. Voilà, c'est important de rappeler ces informations. Allez, chose promise, chose due, c'est parti pour la deuxième partie du témoignage de Bernard Bassama, homme âgé de 55 ans et séropositif depuis 20 ans. Je voudrais dire aux personnes qui ne peuvent pas dire leur séropositivité à leur partenaire sexuel d'aller sur Internet et de trouver des personnes comme moi qui le disent et ainsi de sensibiliser les autres. Et puis que ces personnes sachent, moi aussi au début, ça m'a pris environ 5 ans avant de le dire aux autres. Quand on a pris des risques sexuels, on a fait, par exemple, des rapports sexuels avec des personnes dont on ne connaît pas le statut. Donc, je voudrais encourager des personnes qui ont pris ce risque d'aller se faire dépister et des personnes qui vivent avec cette maladie de le dire à leur partenaire sexuel. Et si possible, de le dire aussi à leurs proches qu'ils aiment. Parce qu'on ne peut pas dire que tous vos proches vous en veulent. Il doit y avoir certainement des personnes que vous voyez, que vous pouvez vous confier à elles et qui peuvent vous apporter un plus. Et si vous avez, par exemple, quelqu'un dans votre famille que vous savez qu'elle fait le vagabondage sexuel, vous pouvez aussi l'informer pour lui dire, bon, voilà ce que tu risques en vagabondant sexuellement, quoi. Sinon, il faut utiliser des préservatifs. Il faut avoir le courage de le dire. Je crois que c'est comme ça que nous allons lutter contre ce virus. Voilà, donc il a très bien dit les choses. La communication, c'est le plus important aussi bien pour soi que pour son entourage. On communique et bien finalement, on se libère de ce poids qu'on a du mal à vivre seul. Oui, et puis c'est aussi important effectivement de pouvoir en parler à ses proches et aussi de rendre finalement l'accès au dépistage naturel, de pouvoir dire à des amis ou à ses enfants aussi, qui arrivent dans l'âge de la sexualité, de pouvoir aussi naturellement parler du dépistage, comme d'ailleurs les médecins généralistes aussi devraient pouvoir le faire. Aller vers le dépistage, ça devrait être quelque chose de naturel finalement. D'accord. Et donc, si on vous dit que le dépistage se fait finalement difficilement parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, il y a forcément un lien entre les deux. C'est-à-dire que si on croit qu'on va mourir parce qu'on a le sida, eh bien, se faire dépister va être beaucoup plus difficile. Alors, on manque de campagnes, je dirais, efficaces. Et il y a peu de messages qui sont donnés sur les progrès qui ont été faits. On en a parlé déjà tout à l'heure, mais le fait qu'une personne qui prenne bien son traitement ne peut pas transmettre le VIH, c'est un élément important. Il n'y a pas assez de campagnes, il n'y a pas assez d'informations non plus sur les différents tests de dépistage, les différentes conditions de dépistage. Et il faut encourager nos téléspectateurs à aller du côté des associations où ils trouveront des informations, un accompagnement, et c'est vraiment une chose importante. Et aussi de rappeler les modes de transmission, c'est-à-dire que la maladie existe toujours, elle se transmet par différentes voies. Oui, on peut rappeler les modes de transmission. Ne banalisons pas, tout à fait. La transmission, elle est assez simple. Elle n'est pas vraiment dans la vie de tous les jours. Quand vous côtoyez un séropositif, je veux dire, le VIH ne saute pas comme ça. Je veux dire, c'est au cours d'un rapport sexuel non protégé, de la mère à l'enfant, ou alors par une contamination par voie sanguine. Exactement. S'il y a un partage d'objets pour les personnes qui utilisent des drogues, notamment intraveineuses. Ça tombe bien en même temps, parce que moi je vous propose de regarder une petite animation proposée par Santé publique France, expliquant les modes de transmission du VIH. Allez, on regarde. Le virus du sida, il faut savoir comment il se transmet. Ben quoi ?
Tu veux plus m'embrasser? Ben, tu viens de me dire que t'as le VIH. Je sais pas trop ce que c'est, ni comment ça s'attrape. Ça m'inquiète. Le VIH, c'est le virus du sida. Le VIH est un virus qui peut donner le sida. Il peut se transmettre d'une personne à une autre. Mais le virus du sida ne s'attrape pas en s'embrassant. On ne peut pas l'avoir par la salive. Et pas non plus en se touchant. Tu vois, ça s'attrape pas comme ça. On n'attrape pas le virus du sida non plus par la sueur ou les larmes. Ah bon? Ben non, bien sûr que non. Tu peux pas avoir le virus en allant aux toilettes non plus. Ah. Et par les piqûres de moustiques, on peut l'attraper? Non, c'est impossible d'attraper le virus du sida à cause des moustiques. Le virus du sida se transmet par les sécrétions sexuelles de l'homme, le sperme, et de la femme, le liquide vaginal. La façon la plus courante d'attraper le virus du sida, c'est quand on a un rapport sexuel. Voilà, merci pour cette petite animation. Alors, comment se protéger du VIH? Ça n'a pas changé, toujours et encore le préservatif, certes, mais il y a aussi la PrEP. Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, qui nous en parle? Effectivement, il y a le préservatif qui reste finalement le plus accessible et le plus facile à utiliser, notamment pour les jeunes. Mais il y a aussi effectivement l'accès à la PrEP qui permet effectivement de pouvoir empêcher d'être contaminé par le VIH. Donc des personnes peuvent prendre un médicament, en le faisant simple, avant les rapports sexuels et après un certain temps après ces rapports ou de manière continue. Donc ça dépend des cas. Et ça leur permet effectivement d'éviter, comme on pourrait en comparaison, prendre une pilule pour ne pas tomber enceinte. Donc ça, c'est quelque chose qui est prescrit à un certain nombre de personnes qui ont vraiment un besoin spécifique par rapport à ce type de prévention. Mais en tout cas, c'est un outil de plus qui fonctionne parmi la palette de prévention en termes d'outils. C'est important de le dire que c'est pour un public spécifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le préservatif, c'est la norme. On utilise le préservatif pour éviter d'être contaminé par le VIH. La PrEP, c'est pour un public spécial. Alors, la PrEP, c'est pour des personnes qui sont dans des situations particulières. Ce n'est pas un public spécial. Enfin, je veux dire, c'est un public qui n'a rien de spécial. On peut se trouver, je pense notamment aux femmes, dans des difficultés matérielles, par exemple des femmes migrantes qui arrivent et qui n'ont pas forcément des papiers, qui vont échanger, je dirais, des services sexuels contre un hébergement, contre de la nourriture, peuvent parfois se trouver dans des situations difficiles où elles n'ont pas toujours la possibilité de négocier le préservatif. Et la PrEP, parmi tous les outils de prévention, est aussi quelque chose qui peut leur rendre service. D'accord. Alors, le bon à savoir, c'est maintenant. Alors, le VIH peut toucher n'importe qui d'entre nous, donc mettons-nous à la place des personnes malades et arrêtons la stigmatisation. Voilà l'objet de notre émission aujourd'hui, car à cause de cela, finalement, le VIH perdure, il y a des conséquences et augmente à chacun d'entre nous, finalement, d'être un jour confronté à ce virus. Oui, il s'agit d'ouvrir les yeux et de savoir qu'on est dans un monde où on a forcément des amis, des collègues séropositifs. Il faut savoir les accueillir et les accompagner. Il ne faut pas hésiter à se faire dépister, car si on se fait dépister et si on est porteur du VIH, eh bien on va être soigné. Oui, tout à fait. On a effectivement accès à ces traitements qui nous permettent justement de ne pas être malade et de mener effectivement une vie. Alors moi, je ne dis jamais normale parce que c'est jamais normal. D'ailleurs, quelle que soit la pathologie, d'avoir à prendre des traitements tous les jours. Mais en fait, c'est effectivement quelque chose qui maintenant nous permet de travailler, de vivre une relation amoureuse, d'avoir des amis. Enfin bref, alors. Parfois de ne pas toujours pouvoir, par exemple, voyager dans tous les pays. Et là, quand on parle de discrimination, ça en est un exemple. On peut parfois ne pas pouvoir aller dans certains pays, ou travailler, ou parfois sur des séjours de vacances, parce que le pays en question n'autorise pas. C'était le cas, par exemple, des États-Unis. Il y a encore quelques années, si vous vouliez aller, même en tant que touriste aux États-Unis, il fallait déclarer sa séropositivité. Donc on a encore des exemples comme ça qui montrent. C'est pour ça que j'insiste sur le quasi normal, parce que aussi dans la vie de tous les jours, certains métiers
encore sont parfois interdits aux personnes séropositives. Donc c'est un aspect où, comme je le disais tout à l'heure, la science a beaucoup progressé, mais moins la société. Alors, où et comment faire son dépistage? Eh bien, tout simplement en allant voir son médecin. Oui, tout à fait. Les médecins traitants, les généralistes, sont ceux qui prescrivent le plus de tests de dépistage du VIH, mais on peut aussi, dans certaines associations, tout à l'heure je vous ai parlé des TROD, qui sont des tests de dépistage rapides. Vous avez un résultat en une demi-heure maximum, et vous pouvez parler avec les personnes dans les associations. C'est juste une petite goutte de sang qu'on prend au doigt. Et puis il y a aussi l'autotest qui est à disposition dans les associations, qu'on peut acheter en pharmacie et faire son test aussi soi-même. Donc il y a plein de façons de se dépister. On peut adapter la prévention et on peut adapter le dépistage. Exactement. Alors, n'hésitez pas aussi à consulter les sites suivants: www.sida-info-service.org, www.santépubliquefrance.fr, www.sidaaction.org et ensuite le site lavieavec-sidaaction.org. Voilà tous les sites que vous pouvez aller regarder pour avoir plus d'informations, pour pouvoir aussi en parler. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Vous vouliez peut-être éventuellement rajouter quelque chose ? Oui, ce que je voulais effectivement ajouter, c'était de faire en sorte que quand les personnes le peuvent, qu'elles puissent effectivement témoigner. Parce que si finalement les peurs reviennent sur la question du VIH, c'est qu'il y a peu de personnes qui sont visibles et qui témoignent de la vie avec le VIH. Donc les vieilles peurs reviennent et pouvoir témoigner, que les personnes puissent se dire finalement oui, j'ai dans mon entourage des personnes qui vivent avec le VIH et finalement tout va bien. C'est ce qui permettra aussi de lutter contre la stigmatisation. Donc inciter les porteurs du VIH à témoigner. Quand ils le peuvent, quand ils se sentent en confiance. Mais en tout cas, ceux qui justement le peuvent, alors faisons-le. Alors pas forcément à la télé, mais dans des milieux familiales. Exactement. Je pense que ça permettra aussi de contribuer de nouveau à, j'aime pas le terme de banalisation, mais en tout cas à la baisse de la stigmatisation. Voilà. Merci beaucoup, Florence Thune. Alors, voilà, c'était la dernière de votre émission « Comment va la santé ?» Nous espérons vraiment vous avoir donné le maximum d'informations pour votre santé. Alors, on va quand même faire des remerciements. Je les ai malheureusement pas beaucoup cités tout au long de cette saison. Alors, merci à Africa numéro 1 avec Blandine Guillot et Salah Eddine Gakou, Aïssa Thiam et Valérie Polis. Santé publique France. Merci à vous avec Laura Berland. Merci bien sûr à Télésud avec Carole Martinazoli, Sabir Gaïb, Valerio Truffa et Charles Serrito. Merci à nos chers docteurs qui ont assuré, et oui, docteur Aounto Chaspoul et bien sûr docteur Abdon Goudio. Merci à tous nos invités. Merci à vous, Florence Thune, parce que cette émission existe parce que vous avez eu l'envie ou tout simplement trouvé l'intérêt de venir et d'en parler avec nous et avec nos téléspectateurs. Et oui, téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir soutenus. Voilà, cette émission était vraiment faite pour vous. Enfin, que dire que la santé, c'est bien quand on l'a, et malheureusement, quand on la perd, on la pleure. Donc, moi, je dirais, prenez soin de vous. Alors, si je peux juste rajouter une chose, c'est que l'ensemble des émissions est toujours visible. Bien sûr, exactement. Toujours visible sur YouTube. Allez-y. Santé publique France aussi. Allez sur le site www.santé publique France. Vous allez avoir toutes les informations qui vont s'afficher dans cette émission. Voilà, c'est terminé. Je vous souhaite une superbe vie. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et bien sûr la santé de votre entourage. Bye bye.